La nuit a été telle que même les voitures se gardent de bien de rouler. La pluie tombait à verse, les arbres pliés sous le vent et le ciel gris semblait rester suspendu au-dessus de la ville sans scier. Vers 03h47, le dispatcher du 9T11 a reçu un appel étrange d'une femme à la voix cassée. « Je ne suis pas sûr qu'il s'agisse d'une personne », dit-elle d'une voix tremblante, comme si ses dents s'entrechoquaient dans le téléphone. Mais, sur ma propriété, près de la grange, il me regarde. La patrouille de police arrive un quart d'heure plus tard. Une torche a percé l'obscurité et dans la faible lumière, l'officier a repéré une silhouette debout contre le mur, dos à moi. Vêtu d'une chemise trempée jusqu'à la peau, il était pieds nus. Il n'a pas bougé. Il n'a même pas tremblé. La pluie semblait couler sur lui comme une poupée. « Monsieur, vous allez bien ?» crie l'officier et commence à s'approcher. L'homme se retourne. Et là, c'est clair, il n'est pas vivant. Ses yeux sont ouverts, ses lèvres sont légèrement entr'ouvertes. Il se tenait appuyé contre le mur, mais il n'y avait personne à l'intérieur. Quelqu'un l'avait placé là exprès. Il s'avérera plus tard que le corps avait été amené au poste de police proprement, sans aucune trace de traînée, que sa chemise n'était pas boutonnée comme le font les hommes, et qu'il ne s'agit pas d'un simple corps. C'est quelqu'un que tout le monde a enterré depuis longtemps. Il s'appelait Nicolas Martin, 29 ans. Il travaillait comme logisticien dans un petit centre d'entreposage près de Toulouse. Un de ces gens qui passent presque inaperçus. Il arrive à l'heure, ne se plaint pas, ne s'attarde pas. Les voisins de Saint-Cyr-l'École le décrivent comme un homme tranquille, très bien élevé. Nicolas vivait seul, n'était pas marié, conduisait une vieille Renault Clio, ne faisait pas la fête, n'allait pas à la fête. De sa vie privée, personne ne savait rien. Et tout cela ne serait rien s'il n'y avait un fait absurde. Nicolas était déjà mort. Il est mort dans un accident de voiture sur l'A62 entre Toulouse et Bordeaux. La voiture est sortie de la route, s'est mise en portefeuille et a pris feu. Cela s'est passé il y a près de 3 mois. Le corps a ensuite été identifié grâce à un dossier dentaire et au reste d'un passeport dans la boîte à gants brûlée. Les obsèques ont eu lieu au cimetière Saint-Pierre de Toulouse. Il y avait une mère, une sœur, quelques collègues. Tout s'est déroulé selon le protocole. Et maintenant, il était de nouveau debout, pieds nus, sous la pluie, silencieux, mort. Dans le jardin de la maison d'un autre, après les funérailles, la sœur, Camille, m'a dit que le corps dans le cercueil avait l'air étrange. Le visage était presque méconnaissable. Mais tout le monde pensait que c'était les blessures de l'accident. Sauf que Camille s'est souvenu que Nicolas avait un petit grain de beauté sous l'œil droit depuis l'enfance. Ce n'était pas sur ce corps. Alors elle a mis ça sur le compte de l'émotion. Mais maintenant, le même grain de beauté était clairement visible sur la joue de celui qui se tenait près de la grange. Et ce n'est pas tout. Quelques mois avant sa mort, Nicolas a commencé à changer. Sa mère se souvient qu'il avait presque cessé d'appeler. Camille disait que sa voix au téléphone semblait étrangère, comme si quelque chose était coincé dedans. La dernière fois qu'elle avait vu son frère, il avait lâché une phrase qu'elle n'avait pas comprise sur le moment. « Si je disparais, n'ouvre rien sur mon ordinateur portable. Surtout pas le dossier « Retour ». Au début, elle a ri. « Tu es parano ». Mais après l'enterrement, Camille a essayé d'ouvrir l'ordinateur portable. Il y avait bien un dossier, Retour, mais il était crypté. Aucun des mots de passe familier ne fonctionnait. Camille a abandonné. Jusqu'à cette nuit-là. C'est arrivé dans la nuit du 14 au 15 mars, sous une pluie torrentielle qui n'avait pas cessé depuis midi. La petite commune de Labastide-Saint-Pierre, dans la région Occitanie, a l'habitude de se coucher tôt. Les magasins ferment à 6 heures, les cafés à 7 heures. À 4h30 du matin, la police a reçu un appel de Madame Delacroix, une retraitée vivant à la périphérie.
Il se tient devant mon hangar, dit-elle d'une voix tremblante comme une feuille de tremble. Pieds nus, il est mouillé. Et il regarde par la fenêtre. Il ne bouge pas. Monsieur, je vous prie de venir. Le lieutenant Rémi Chevalier est le premier à arriver. La lumière de sa lanterne permet d'apercevoir des gouttes de pluie et de rares taches d'argile sur l'herbe. Il y avait bien un homme debout près de la cabane en bois, le visage mouillé, les yeux ouverts, les pupilles sans réaction. Il était mort. Mais il était debout, les bras le long du corps, un bouton de sa chemise était attaché dans la mauvaise boucle, comme s'il avait été habillé par quelqu'un qui ne savait pas comment faire. Plus tard, le médecin légiste notera une autre bizarrerie. La plante de ses pieds était parfaitement propre, sans trace de terre ou d'herbe. C'est comme s'il avait été placé ici, au-dessus d'eux. Et plus tard encore, Rémi apprendra le nom de l'homme, Nicolas Martin, tué dans un accident il y a 3 mois et enterré dans les règles de l'art. La police bloque la rue. Madame Delacroix, malgré le choc, décrit clairement la situation. À 3 heures du matin, j'ai entendu le portail grincer. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu une silhouette. Il était là, debout. Il n'a pas essayé d'entrer dans la maison. Il n'a pas bougé. Seulement ses yeux, comme s'il regardait ailleurs. Il n'y avait aucun signe de lutte sur son corps. Il n'y avait pas de sang ni d'ecchymose. La mort a été présumée être un arrêt cardiaque. Mais pas par Madame Delacroix, mais par Nicolas, cette nuit-là. C'est-à-dire la nuit même où il a été retrouvé, mort sur sa propriété. Après avoir examiné le corps, le CSI remarque le poignet droit. Il y avait quelque chose de cousu sous la peau. La radiographie montre une fine plaque de métal gravée des mots « Retour initié ». Le commissaire Émile Garnier, muté de Paris à Toulouse depuis seulement 6 mois, ne croit pas aux coïncidences, surtout pas au retour des morts. Il arrive à la Bastide à 6h40 du matin. La rue est bouclée, le corps est envoyé à l'Institut médico-légal de Toulouse. Mais le plus étrange commence lorsque Garnier demande des copies du bulletin de décès de Nicolas Martin. La base de données mentionne un rapport daté du 17 décembre. Mort dans un accident de la route, l'A62, l'incendie a presque tout détruit. Mais une enquête auprès des archives de l'hôpital Purpan révèle que aucun relevé officiel d'empreinte n'a été effectué. L'identité a été confirmée à partir d'un fragment de passeport et des paroles de la mère. Le médecin légiste a déclaré que les lésions externes ne permettent pas d'identifier le visage. Erreur? Ou une simplification excessive délibérée? Le commissaire ordonne l'exhumation du corps, enterré sous le nom de Nicolas Martin. 3 jours plus tard, le 18 mars, le cercueil est ouvert. À l'intérieur se trouve le corps d'une toute autre personne. Pas Nicolas. Un test génétique le confirme. C'est alors que survient la deuxième bombe. Les images de surveillance d'une station de lavage de voitures à Bordeaux, 2 jours avant l'apparition du mort, l'avaient accidentellement filmé. Nicolas. Même taille, même démarche, même visage. Il est entré dans le bâtiment à 23h02 et n'en est plus ressorti. Sur les images, on le voit s'arrêter un instant et regarder la caméra en face. Puis il sourit légèrement. Et il disparaît par la porte. La caméra à l'intérieur de l'établissement ne fonctionne pas. Le propriétaire de la station de lavage dit qu'il n'a jamais vu un homme avec ces paramètres. L'enquête était ébranlée. Les médias demandent des réponses. Les collègues parlent de rituel. La mère de Nicolas refuse de parler à la presse. La sœur Camille se replie sur elle-même. Et seul le commissaire Garnier continue, pas à pas, à sortir du marécage ce qui ressemble de plus en plus à un jeu plutôt qu'à un crime. Quelqu'un a délibérément échangé le corps. Quelqu'un a joué avec les faits. Et peut-être que Nicolas lui-même était dans le coup, pas le dernier joueur. Le dernier rebondissement en date semble mineur.
L'analyse du contenu de l'estomac du corps retrouvé dans la grange a révélé la présence d'un composé chimique rare, le gamma-hydroxybutyrate, mais à une microdose incapable de provoquer la mort. C'est ce qu'on appelle le sérum de vérité. Mais pourquoi l'injecter à un mort? Au 6e jour de l'enquête, alors que l'investigation est dans l'impasse, la police de Toulouse reçoit une enveloppe. Pas d'adresse de retour. À l'intérieur, une clé USB. Pas de signature, pas de commentaire. Un seul fichier vidéo au nom de Retour 7. Move. Il s'agit d'une pièce sombre, peu éclairée. La caméra tremble comme si elle était tenue à la main. Nicolas Martin est dans le cadre. Vivant. Il regarde droit dans l'objectif. Si vous voyez ça, ça veut dire que tout ne s'est pas passé comme prévu. Sa voix est calme, mais dans ses yeux, une panique presque enfantine. Je m'appelle Nicolas. J'ai participé à l'expérience. Volontairement. Mais elle a échappé à tout contrôle. Il marque une pause. Un écran clignote derrière lui, un diagramme inconnu avec des lettres latines et grecques. Tout a commencé dans un laboratoire à Bordeaux. Ils l'ont appelé « Retour ». L'idée était de faire revenir la mémoire par le biais d'un traumatisme. Ils cherchaient un moyen de réinitialiser la psyché au moment de la douleur. Mais un jour, l'un d'entre nous n'est pas revenu de lui-même. Quelqu'un a ramené la mémoire de quelqu'un d'autre avec lui. La vidéo s'interrompt brusquement à ce moment-là. La clé USB a été envoyée de Paris. C'est ce qu'indique le cachet de la poste. Cette même nuit, une alarme s'est déclenchée chez Camille, la sœur de Nicolas. Quelqu'un a essayé d'entrer, mais en entendant le signal, il a disparu. Sur le paillasson près de la porte se trouvait une deuxième clé USB. Le même message, retour 8, move. Les nouvelles images montrent le couloir du complexe souterrain, caméra de vision nocturne, date sur la vidéo, 15 mars, 02:44. Exactement 1 heure avant que Nicolas n'apparaisse dans le hangar. Les images montrent 3 hommes en blouse blanche transportant le corps de Nicolas. Mais il n'est pas attaché. Il marche, les yeux fermés. L'un des hommes dit « N'oubliez pas ». S'il se souvient de tout, déclenche le code D12. Le même code que celui gravé sur la plaque sous sa peau. Le commissaire Garnier tente de remonter la piste du laboratoire. Aucune des institutions scientifiques visibles à Bordeaux n'admet être impliquée dans le projet Retour. Mais un ancien technicien de l'université de Montesquieu, caché en Espagne, accepte de parler sous le couvert de l'anonymat. Il s'agissait d'un projet privé. Militaires, pharmaciens, psychiatres, tout le monde était impliqué. Mais à un moment donné, les cobayes ont commencé à se fondre dans la masse. Leurs souvenirs, leurs réactions, leur personnalité. Nous avons perdu 2 d'entre eux, puis nous avons tout arrêté. Ou du moins, nous l'avons cru. Le lendemain matin, la police trouve un corps dans le parc. Un homme d'une 30aine d'années, le visage enveloppé de bandages. Dans sa poche, la carte d'identité de Nicolas Martin. Mais c'est le 3e Nicolas. Le dernier Nicolas, celui qui avait des bandages sur le visage, est mort d'une hémorragie interne massive. Les médecins ont dit que son corps était brûlé de l'intérieur, comme si son système nerveux avait été surchargé. Pas une seule blessure, pas de poison, aucun signe de violence. Mais tous les systèmes étaient défaillants. Aucune identité n'a été retrouvée. Les empreintes ne correspondent à aucun des 2 autres corps. C'était donc le 3e. Ou était-ce le seul vrai? Le commissaire Garnier demande une réunion d'urgence avec les services de renseignement internes. Il est invité à Paris. Au sous-sol d'un immeuble sans ascenseur, on lui montre 3 photos. Toutes montrent Nicolas, des photos différentes, à 5 ans d'intervalle. Toutes les photos sont authentiques. Elles proviennent toutes de différentes régions de France. L'un enseignait dans un lycée de Strasbourg. Un autre
était ouvrier portuaire à Nantes. Un troisième a été tué dans un accident. Ce n'est pas le premier cas, affirme un homme en blouse grise, porte-parole de la DCRI. Nous suivons le phénomène depuis 2011. Il ne s'agit pas de clones ni de jumeaux, ce sont des modèles, des motifs qui se répètent, ils apparaissent, ils vivent, ils disparaissent ou reviennent. Leurs souvenirs peuvent être partagés ou fragmentés. Mais pourquoi ? Demande Garnier, à peine audible. Nous ne le savons pas. Nous ne le savons pas encore. L'enquête est officiellement close. Le corps de Nicolas numéro 3 est incinéré. Sœur Camille disparaît. Sa dernière activité est un voyage à Bordeaux. Une semaine après sa disparition, Garnier reçoit une lettre. L'écriture est la sienne. Il n'est pas seul. Il est 3, ou plus. Ils se souviennent les uns des autres comme des rêves, et puis ils ne font plus qu'un. J'ai trouvé le dossier Retour. Ce n'est pas seulement un souvenir, c'est une porte. Vous ne le croirez peut-être pas. Mais si vous recevez cette lettre, sachez qu'il est réveillé. Et maintenant, il se souvient de tout. Le commissaire referme le dossier. Sur son bureau se trouve une troisième clé USB, non signée. Il hésite à l'insérer dans l'ordinateur. Plus tard, il le jurera. Parfois, la nuit, en marchant dans le couloir de la gare, il entend une voix discrète derrière la porte de la salle des archives. « Je suis revenu. Je suis encore là. »